Allez, madame, monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous. Nouvelle semaine, nous vous retrouvons sur les antennes Equinox Télévision dans le cadre de 10-12 le Zénith. Et c'est un plaisir de vous retrouver en ce moment à l'occasion de ce talk show qui devient un rituel, mais surtout un rendez-vous pour beaucoup d'entre vous. Merci de nous retrouver. La grande famille est au complet ce matin et ensemble encore nous allons éplucher des sujets d'actualité qui gravitent autour du Cameroun et autour de vous. On tentera, tant bien que mal, de mieux les analyser, mais surtout de vous restituer la bonne et l'exacte information autour de ces différents sujets. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey et moi-même, ensemble unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Bienvenue à vous. Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Qu'est-ce que les générations futures diront de nous si nous regardons sans maudire l'eau de couscous éteindre le feu? Ce n'est pas une simple interrogation parce que le chef Soukoujou est allé un peu plus loin en disant que nous risquons de laisser les futures générations, dont nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, sans rien à manger. Nous risquons de les laisser affamés. Et la question principale, il pose à ceux qui détiennent le volant de la voiture Cameroun. C'est vrai, c'est la responsabilité collective, mais davantage à ceux qui ont le volant de la République Cameroun. Une responsabilité également qui est celle du chef supérieur qu'il est depuis des semaines, tellement de tribunes venant de lui. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe exactement avec Sa Majesté Sokonjo Jean Ramon aujourd'hui, qui interpelle plus que jamais le régime en place à prendre des bonnes décisions pour l'avenir? En tout cas, on entendra parler. Merci à vous, Bonbon Bengan. Charles Hamel Bachou, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors, on se rend compte que votre problème de voix, dont vous faisiez état ici en semaine, est persistant. Ça va mieux? Ça va mal? Ça va aller. Ça va aller. On est rassuré. Merci infiniment. Allez, Karine Santia, bonjour à vous. Bonjour Michel et bonjour aussi aux téléspectateurs. Allez, on va adresser notre bonjour à Dominique Audrey Oyengelek ce matin qui nous retrouve. Et avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera également. Dominique Audrey, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Moi je vais très bien et surtout bon début de semaine à vous. Merci. Alors ce matin, si vous permettez, je vous conduis dans l'univers d'un jeune garçon. Il se nomme Gaëtan, il a 25 ans, père de 2 enfants. Il a étudié dans le génie civil. En 2018, au mois de décembre exactement, il s'offre une moto et commence à faire dans le transport en commun. Il a exercé cette activité durant 1 an et 7 mois. Et il y a quelques semaines, il a entrepris de vendre cette moto pour pouvoir, avec le gain cumulé à celui de ses économies, ouvrir une fabrique de parpaings. Sauf que 5 jours après la vente de sa moto, il est contacté sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, par un personnage en photo de profil, Samuel Eto'o, que tout le monde connaît. Et lorsqu'il accepte la demande d'amitié, de fil en aiguille, la conversation a commencé à se faire entre les deux. Et après, il y a eu échange de contacts pour que la conversation se fasse plus au niveau de WhatsApp. Donc, au niveau de WhatsApp, le faux Samuel Eto'o le fait quand lui demande comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Et le jeune Gaëtan de lui répondre, moi je suis moto-taximan, je suis un grand fan et tout. Et le faux quand lui dit non, c'est impossible que tu sois mon fan et que tu fasses dans la moto. Il faut impérativement que tu nous retrouves dans l'association, la fondation Samuel Eto'o qui est à Yaoundé. Et pour cela, il va falloir que tu ouvres un dossier à hauteur de 800 000 francs. Le jeune homme a émis des doutes et face à ces doutes-là, on lui fait un appel vidéo et dans l'appel vidéo, Gaëtan dit avoir vu Samuel Eto'o en image. Donc, il s'est dit qu'il parlait avec lui et il a complètement baissé la garde. Et vous pouvez le voir sur les différentes captures d'écran, ce sont les conversations avec les personnes à qui il a remis cet argent. Le faux compte, le faux numéro, le faux Samuel Eto'o lui a donné le numéro du gestionnaire avec lequel il a continué de parler et à qui il a fait le dépôt de 800 000 francs. Aujourd'hui, on a un jeune homme de 25 ans qui est quasiment au bord du suicide avec un bailleur qui crie tout le temps sur ses oreilles avec des enfants qui n'ont quasiment plus à manger et il nous demande, il veut savoir comment faire face à cette situation. Comment est-ce qu'il va faire même pour ne serait-ce que rentrer au village parce qu'il n'a plus rien du tout.
Allez, c'est bien compris ce matin, Dominique Audrey. On va comprendre là qu'il s'agit véritablement d'un problème lié à la cybercriminalité qui continue d'être opérée et de s'opérer, si vous voulez, sur les réseaux, aujourd'hui sur Internet notamment. Et c'est un cas qui n'est pas isolé. Pas mal de personnes en souffrent aujourd'hui quand on sait que l'on peut prendre des images ou des figures des personnes pour en faire, pour escroquer qui que ce soit sur Internet. Ça s'appelle bien sûr du scamming. On en reparle ce matin, cybercriminalité. Aujourd'hui, Bonbon Bengan. On sait en même temps qu'au Cameroun, il y a, on le sait bien, un organisme public chargé de la régulation des activités de sécurité électronique qui est l'ANTIC, qui a non seulement un rôle bien établi pour pouvoir gérer ce type de cas, mais surtout une loi de 2010 qui punit sévèrement toutes ces personnes qui s'y mettent. Alors, quand on prend l'image de Samuel Eto'o fils aujourd'hui et que l'on a escroqué des gens sur Internet et que, entre guillemets, lui-même Eto'o, sa communication reste muet, est-ce que ça ne pose pas problème? Non, ça pose problème, mais pas par rapport à Samuel Eto'o. Ça pose problème. Mais on a eu à pirater les sites de la présidence de la République. On a eu à faire un certain nombre. Ici, le problème qui se pose est à deux niveaux de mon point de vue. D'abord, le comportement purement camerounais. Ici, même si vous rendez service à quelqu'un, il vous regarde, il a toujours tendance à penser que vous allez lui demander de l'argent. Et pourtant, vous lui avez rendu un service aimant et désintéressé. Deuxième chose, que les gens sont, vous savez, on pense que les recrutements, on ne peut vous recruter que moyennant quelque chose. On dit, il y a plein de fois ici, on voit dire que les ADC ont lancé tel recrutement alors que ce n'était pas vrai. Et tel a dit, parfois même avec des numéros de téléphone, SCDP, Sonara, Camerco, tout ça. Et même des faux concours administratifs. Ici, le problème, je pense que les Camerounais doivent commencer à être disciplinés. Il y a une institution qui fait une déclaration publique, vous allez vers l'institution. Et je pense que la première grille de lecture devrait être celle où vous pensez qu'on ne communique pas trop. Je veux dire que nos administrations n'ont pas de sites Internet à jour. Donc, il est préférable d'aller physiquement auprès de cette institution-là. Vous allez là où il y a leur bâtiment, il y a leur siège, vous informer. Parce que c'est mieux de procéder comme ça. Et ça va commencer, je pense, à atténuer l'élan de ces arnaqueurs-là. C'est comme ça que je pose le problème. Ici, donc vous semblez dire juste, enfin pas vous semblez, vous dites, vous voulez nous faire comprendre véritablement que lorsque ce garçon a été contacté sur Internet, il aurait dû se rapprocher de la Fondation Samuel Eto'o pour s'enquérir de la bonne information. Absolument. Oui. Vous avez vu, l'année dernière, pendant la fin du Ramadan, on dit qu'on ne va pas composer le BPC. Vous savez bien que les enfants sont restés à la maison parce qu'apparemment, il y en a même qui ont lancé des trucs en disant que le BPC est annulé pour cause du Ramadan. Et ceux qui ont dit, non, l'information, je vais la prendre à l'école. Ils sont allés, ils ont trouvé que le BPC s'est déroulé normalement. Donc, il y a des vues comme ça. Je ne sais pas ce qui a mené cette faiblesse. Les Camerounais n'étaient pas comme ça avant. Avant, les Camerounais étaient très éveillés et je ne sais pas ce qui a amené ça. Maintenant, de l'autre côté, vous avez cité la loi 2010. Effectivement, là aussi, il y a un problème. On doit inonder nos tribunaux des plaintes, de ce genre de plaintes. Donc, je dirais à ce bonhomme, comme s'il est à Douala, je pense que nous avons 3 tribunaux ici. Il y a Ndokoti, il y a Bonaberi, il y a Bonanjo, je ne sais pas où est-ce qu'il habite. Vous saisissez le procureur de la République. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, on ne timbre plus les plaintes. Quand vous allez auprès du procureur de la République, vous posez le problème. Si vous ne savez pas quel avocat prendre, vous allez devant les justices, vous posez le problème et le procureur de la République va vous indiquer. Et là maintenant, avec autant de plaintes, Eto'o pourrait donc venir dire qu'il y a des gens qui escroquent et lui également pourrait. Parce que si le gars reste tranquille en attendant que ce soit Eto'o, il n'y a pas de plainte. Donc s'il y a une plainte, là
la Fondation Eto sera obligée, parce que son nom est cité, c'est porter partie civile et appuyer l'action de ce garçon qui a été escroqué et tout. Et là, je pense que l'administration publique, le ministère de la Justice va diligenter la procédure et on pourrait mettre la main sur ces arnaqueurs. En une minute, Maman Bengan, est-ce qu'on va dire justement qu'aujourd'hui, l'utilisation des TIC semble être, on va dire, toujours incommode pour beaucoup? Est-ce que les Camerounais sont un peu plus ignorants de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication actuelle, notamment Internet, au point de se laisser arnaquer comme c'est le cas avec ce Camerounais? Oui, il n'y a pas eu, nous n'avons pas été préparés à la venue de l'Internet dans notre pays. Ça nous a surpris, naturellement, et nous y sommes allés comme ça, sans connaître les enjeux, sans avoir rien du tout. Donc, effectivement, vous avez raison, nous, on ne s'y connaît pas. Peut-être va-t-il falloir qu'on l'aide à sortir de ça, mais comme Maman Bengan l'a dit, il va falloir aussi, prochainement, pour ceux qui seront certainement interpellés sur cette question, se rendre auprès des différentes entreprises, entre guillemets, ou même auprès de la Fondation pour mieux comprendre. Mais Dominique Audric, avec vous ce matin, puisque je vous renvoie la parole, lorsque l'on se sert de l'image d'un homme, d'une personnalité aussi publique et aussi importante comme Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui au Cameroun pour arnaquer les Camerounais, et c'est pas légion, c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs Camerounais qui se plaignent, même s'il n'y a pas suffisamment de plaintes, comme Maman Bengan semblait le dire, au niveau des tribunaux. Est-ce qu'il n'est pas de bon ton que la communication même de cette personnalité publique se lève pour dire non, arrêtez ceci? Bien entendu, jusqu'ici, on ne comprend pas pour quelle raison, après les nombreuses plaintes de ce type d'arnaque, on est resté silencieux, notamment le staff, l'accompagnement, la communauté de Samuel Eto'o est restée silencieuse face à ça. Pourquoi ne pas d'abord commencer par signaler tous ces faux comptes-là? Monsieur Ngachou, j'épouse ce que Père Bombok dit. À cela, moi, j'ajoute la paresse. La paresse de la plupart des personnes qui pensent qu'il suffit de connaître quelqu'un qui est connu et qui a de l'argent pour qu'on s'en fasse également. Si on avait cultivé chez nous la haine de l'argent facile, on serait à l'abri d'un certain nombre de problèmes. Ce jeune homme a vu en ça Samuel Eto'o égale argent, c'est tout. Aujourd'hui, il est en train d'en faire les frais. Mais à côté de ça, j'aimerais bien qu'on parle de la psychogénèse de ce genre de criminels-là, parce qu'elle se subdivise en trois grands genres. On a les cybercriminels individuels qui s'attaquent aux personnes comme celle-ci, avec celles qui procèdent généralement par la diffamation, par les menaces sur les réseaux sociaux. Et il y a les cybercriminels qui s'attaquent à la propriété, notamment ceux qui volent les comptes, l'accès, qui violent l'accès à certains comptes. Aujourd'hui, si on essaie un peu d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens, qui multiplient la création des faux comptes Facebook et le vol, par exemple, dans le cas qui nous concerne, on finit tous par se dire que ce sont des personnes qui ont un problème au niveau de leur morale. On a des personnes qui sont frustrées, des personnes qui sont égocentriques, et parfois même ça va plus loin parce que ces genres de personnes souffrent de fixation pédophilique compulsive. Vous allez voir que... Vous avez dit de... Fixation pédophilique compulsive. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'assumer. Et lorsqu'on va... J'ai lu des articles de l'étranger notamment qui expliquent que ce genre de personnes ont des tendances très perverses. Ce sont des personnes qui sont la plupart du temps à l'origine... Vous parlez des arnaqueurs ou bien de ceux qui se font arnaquer? Des personnes qui arnaquent généralement à travers ces faux comptes-là. Leur moralité est tellement douteuse parce que rien n'explique qu'une personne normalement constituée s'asseye et crée un faux compte pour insulter des gens, pour menacer des gens et aujourd'hui pour arnaquer des gens. Ce sont des personnes dont on doit revoir la psychologie. Il y a un problème dans leur tête. C'est pour ça que des experts vous diront que la plupart du temps, ces personnes sont des pédophiles et des zoophiles même à la limite. Donc je pense qu'au niveau de nos établissements scolaires, on devrait multiplier des cellules d'accompagnement psychologique de nos enfants parce que
tout commence à la maison, comme on dit généralement. Un enfant qui n'est pas dans un bon environnement a tendance à développer ce genre de tendance et de pulsions-là. Maintenant, l'Antique a mis sur pied des numéros verts, 8202 et 8206 notamment, qui vous permettent de porter plainte lorsque vous avez été arnaqué ou insulté ou bien abusé sur les réseaux sociaux. Donc Gaëtan peut commencer par là et l'Antique à son niveau doit pouvoir retracer les personnes qui sont à l'origine de ça. Donc évitez de vous faire arnaquer de cette façon. Et les personnes qui le font, sachez que vous risquez 2 ans de prison à 10 millions d'amende. On aurait bien voulu avoir le lien entre pédophilie, zoophilie et tout ce que vous dites. Le mental des personnes qui se cachent derrière le faux compte laisse entrevoir des personnes frustrées, en mal de personnalité et une qualité de moralité douteuse. Bon. Donc on peut aller plus loin parce que la plupart sont en réalité des pédophiles. Très bien, on peut quand même reconnaître aussi qu'il y a des hackers qui sont là et qui sont assez présents dans le cadre toujours de cette cybercriminalité. Ça, ce sont des cybercriminels qui attaquent la propriété. Voilà, donc on parle, et quand vous parlez de propriété, il y a tout un ensemble autour de cette réalité. Et même gouvernemental, on l'a mentionné. On parle bien sûr du phishing, du spamming, des logiciels malveillants, des virus et même du scamming, on en parlait tout à l'heure, pour le cas effectivement de Gaëtan ce matin. Alors, je vous renvoie la parole, Karine Santia, pour mieux donner certainement votre conseil à Gaëtan qui ne sait pas comment s'y prendre. Quand même, il a 800 000 francs qu'il a investis dans l'espoir que Samuel Eto'o, entre guillemets, lui permette d'avoir mieux que ce qu'il espérait. Alors, qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Comment peut-il rentrer en possession de ces 800 000? Comment peut-il avoir réparation? Je ne sais pas s'il y aura réparage ou encore réparation, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse encore plus ce matin, c'est la compréhension même de ce qui s'est passé. Il s'est passé que Gaëtan est victime de la conjoncture. Une conjoncture qui veut que pour avoir un service ou encore une opportunité de réussir dans la vie au Cameroun, il faut payer. Il faut monnayer. Ce n'est que pour ça, par rapport à cela, qu'il a été interpellé. Mais il faudrait aussi qu'il essaye d'interroger sa propre jugeote, à savoir comment est-ce que Samuel Eto'o peut me demander de l'argent? C'est ça la question. C'est-à-dire, pour vous inscrire dans la fondation Samuel Eto'o, il vous demande de l'argent. Comment est-ce que Samuel Eto'o, qui est venu vers moi en premier, me demande de l'argent? Il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser si vraiment vous êtes en train de parler avec Samuel Eto'o. Et lorsque la personne vous écrit, elle commence généralement sur Facebook. Elle essaye d'établir une certaine confiance entre vous. Ça n'a pas commencé sur WhatsApp directement. Elle établit une certaine confiance entre vous de manière à savoir quel genre de difficultés vous pouvez avoir. Et c'est à partir de ces difficultés-là qu'elle vous interpelle et vous arnaque. Donc, certainement, dans les conversations, Gaëtan a essayé de montrer qu'en fait, il est conducteur de moto-taxi et puis c'est pas trop évident. Et avec les intempéries et tout, il ne s'en sort pas beaucoup. Il aimerait avoir plus d'opportunités. Et ces personnes-là attrapent cette occasion-là pour pousser jusqu'au bout leur arnaque. Et vous dire bien que si c'est vraiment Samuel Eto'o, vous aussi, vous devez vous poser des questions. Où vit Samuel Eto'o? Quel est le numéro WhatsApp qu'il a utilisé pour m'écrire? Parce que le numéro qu'il nous donne là, c'est un numéro qu'il a enregistré dans son téléphone et le nom qui est là, c'est le nom qu'il a dans son téléphone. Donc, il faudra aussi qu'on cherche à savoir quel est le numéro en question. Est-ce que c'est un numéro camerounais? Est-ce que c'est un numéro africain? Ou alors c'est un numéro européen? Il faut se poser des questions parce que nous tous nous savons que Eto'o, quand il vient au Cameroun, mais il ne vit pas au Cameroun particulièrement. Donc, il faut aussi se poser ce genre de questions. Il faut pousser le bouton plus loin pour comprendre ce dont a été victime Gaëtan. Et puis, c'est comme on le dit, le scamming, c'est envoyer, c'est lorsque quelqu'un vous envoie des messages et vous faisant croire que vous avez gagné un lot et puis vous devez quand même débourser quelque chose pour recevoir ce lot. Et c'est de ça qu'a été victime Gaëtan, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'intégrer la fondation Samuel Eto'o, mais pour intégrer, il faut sortir de l'argent. C'est à partir de cela. Et ce phénomène au Cameroun a commencé à avoir de l'ampleur, je pense, en 2011.
il y avait un certain nombre de scammers qui sont nés et qui étaient nos frères camerounais qui utilisaient des fake comptes et qui nous disaient que vraiment ils ont envoyé, ils sont des Européens, des Français, et qui ont envoyé leurs frères en mission humanitaire au Bénin, au Burkina, au Congo, au Burundi et tout. Et ils ont pratiquement la même histoire. Oui, ils sont restés là-bas, ils sont calés là-bas parce que notamment, il y a eu un problème, ils n'ont pas pu rentrer, mais bon, pour finir, ils ont quand même réussi à rentrer, mais ils ont laissé tous leurs effets là-bas, et pour que vous puissiez entrer en possession de ces effets, il faudra que vous déboursiez la somme de 300 000 francs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, sauf que, dans le cas d'espèce, la loi camerounaise n'est pas assez précise sur le scamming. C'est-à-dire que on ne nous dit pas véritablement ce qui va entrer dans le scamming et comment est-ce qu'on pourra faire pour poursuivre la personne. Comment est-ce que vous faites? Parce que si vous partez porter plainte contre un scammer, vous ne connaissez pas d'abord son nom et son numéro de téléphone peut être un téléphone qu'il a acheté, payé, jeté. Donc vous allez faire comment pour le retrouver? C'est ça qui est très très difficile aujourd'hui par rapport à cette situation. Moi je vais dire juste à Gaëtan aujourd'hui d'admettre qu'il a été très lassiste. Parce que pour une somme aussi importante que 800 000 francs, je pense que vous pouvez quand même poser la question à une personne, deux personnes. Mon âme ne se perd pas comme ça, c'est pas évident. Une fois ici sur le plateau, j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait, directement, tapez juste OK, vous allez recevoir telle somme d'argent. Mais j'ai monté directement à Charles Batou qui m'a dit non. Et n'interroge même pas d'abord tes fonds, ton compte électronique, parce que le moment où tu vas taper ton code, c'est le moment où tu auras accepté qu'il retire. Donc, il faut vraiment beaucoup se renseigner. Quand vous avez affaire à une personne que vous ne connaissez pas et que vous demande un certain genre de service, vraiment parler. Soyez méfiants. Oui, soyez méfiants. C'est très important. Et Charles Batou, il faudrait quand même aujourd'hui interpeller les Camerounais sur ce laxisme-là, sur la recherche du gain facile. Et leur dit qu'Internet est devenu aujourd'hui le terrain de jeu des scammers, des hackers, des anarcheurs, et qu'il faudrait faire attention pour ne pas tomber dans les mêmes vicissitudes comme Gaëtan. Alors, monsieur Michel Ngachou, j'espère que je vais arriver. Non, on arrivera. Prenez votre temps, parlez aisément, parlez doucement. On verra. Il faut se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qu'une fondation? J'entre dans une fondation pour faire quoi? Quel sera son rôle dans la fondation? Il vient défendre quoi? Certainement, il a dit qu'il a besoin d'un peu d'argent, un peu plus d'argent pour pouvoir renforcer Monsieur Michel Ngachou, on parle de 800 000 francs CFA. Pratiquement 1 million. Mon Dieu. 800 000 ne se discute pas comme 100 francs. Comme 1000 francs. Il faut des papiers. Il faut des témoins. Même l'avance d'un terrain. Vous ne partez pas seul. Alors, il est responsable de sa propre turpitude, qu'il pleure, qu'il coule des larmes, mais c'est lui et qui se batte. On ne va porter plainte à personne. Facebook est virtuel. Sortez du virtuel pour le physique. C'est ça ce qu'on recommande depuis. Et peu de personnes veulent suivre cet exemple. Sortez du virtuel et revenez au physique, recommandations faites. Mais nous vous demandons, nous aussi, de faire très attention à toutes les propositions qui vous sont faites sur Internet et même à travers les messages ou les spams aussi. Il y en a énormément. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Et vous savez, vos propositions, on les attend à travers la page 10-12. Le Zénith, c'est sur Facebook. Encore là, c'est du virtuel, mais vous restez avec nous en matière de communication ou encore sur la page Equinox TV, directement, fil d'actualité pour ceux qui regardent l'émission sur cette plateforme. Merci de nous laisser vos messages et surtout de donner des conseils à Gaëtan qui s'est fait arnaquer par des personnes qui utilisent le visage, bien sûr, de Samuel Eto'o pour faire commettre leur forfait. C'est assez compliqué. N'oubliez pas également un numéro s'affichera au bas de l'écran. On vous lira à travers ces différentes plateformes. Madame, Monsieur, dans un instant, malgré la difficulté de Charles Hamel à nous parler ce matin, on va essayer tant bien que mal de l'entendre nous donner et surtout clamer ce matin la colère du jour. Signé Charles Batou.
Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de la filière avicole dans ce pays. À quoi nous aura servi le Salon avicole international de Yaoundé? Comment comprendre que la filière poulet agonise dans ce pays? Comment comprendre que plus de 30 ans après, il n'existe aucune chaîne de production, transformation, conditionnement et conservation dans le secteur avicole dans ce pays? Comment comprendre que la plupart des producteurs du secteur avicole s'arrêtent au stade de poulet à cuire ou à braiser lorsqu'il n'est pas emporté vivant par la ménagère? Poussinière vide, matériel rangé, ouvriers en chômage, les éleveurs de poulets depuis 2016 ont désormais choisi d'abandonner l'activité avicole, la laissant aux importateurs. Qui sont les grands importateurs? C'est les barons du régime de Yaoundé qui sont entrés dans l'importation des poulets, pourtant interdits depuis 2005. Comment comprendre que les efforts de relèvement fournis par les éleveurs ne donnent pas grand-chose du fait de l'abandon total du gouvernement? Comment comprendre les tracasseries considérables que vivent les acteurs de la filière avicole lors des contrôles sur nos axes? Entre contrôles abusifs, malgré la présentation des certificats sanitaires par certains éleveurs, vous êtes obligés de payer. Vous devez payer parce que c'est comme ça. La route a un coût et pour le prendre, vous devez payer. Savez-vous que depuis l'avènement de la grippe aviaire en 2016, les banques ont abandonné les éleveurs. Les banques ont décidé de ne plus accorder de moindre crédit aux éleveurs et accouveurs qui sont désormais contraints à l'inactivité. Que dire de la fiscalité sans pitié qui s'y ajoute pour ceux qui tiennent encore le coup? Savez-vous que l'activité des provendiers a considérablement ralenti, poussant de fait de milliers d'employés au chômage? Savez-vous qu'à cause du retour massif du poulet congelé importé sur le marché camerounais, les accouveurs, pour éviter des charges supplémentaires liées à la nutrition de ces poussins, du fait de la baisse de l'activité des éleveurs, ont choisi soit d'abandonner, soit de réduire les quantités de poussins ou encore de brader leurs poussins. Importateurs qui, faut-il le dire, évitent le port de Douala tout en faisant entrer leurs marchandises par le Gabon et la Guinée équatoriale qui sont ensuite convoyés par route avec la complicité de certains hommes en tenue corrompus. Savez-vous que la filière, qui employait près de 520 000 personnes salariées avant la crise, n'a récupéré que la moitié de ce personnel? Savez-vous que dans la composante poule pondeuse, on est passé de 9 millions à 1,5 million? Savez-vous que la production des œufs de table a chuté de 10 millions à 2 millions d'œufs environ par jour? Savez-vous que dans la composante poulet de chair, les perspectives de production de 520 millions de poulets ont été revues à la baisse à 16 millions? Vous vous rendez compte que la filière a drastiquement chuté. Savez-vous qu'à l'échelle internationale, le Cameroun, qui était en tête de l'économie avicole dans la sous-région Afrique centrale, se trouve largement en deçà. Désormais, c'est les pays voisins qui ont pris la tête devant le Cameroun. Comment comprendre que l'État, jusqu'à ce jour, trouve inopportun la nécessité d'une action concertée avec les acteurs de la filière? La filière avicole, la mort est certaine. Les hangars ont été transformés en chambres en louer. Les fermes ont été transformées en champs de culture. Tant pis pour les autres, mieux on consomme du congelé. La colère justement de Charles Hamel ce matin, eh bien là, c'est assez exceptionnel quand même. On donnera d'abord la parole aux femmes, peut-être pour mieux comprendre ce qu'elles mettent dans leur marmite lorsqu'on parle de poulet. Et vous demandez quel regard vous y jetez, vous aussi les femmes. Est-ce que vous êtes plus plongé à l'achat des poulets congelés ou vous demandez à ce qu'on les fasse au Cameroun? Comment rendre en même temps plus consommable ce qui se fait au pays que de se ruer dans des poissonneries où on vous vend des poulets congelés dont personne ne connaît véritablement la provenance? Et Charles, même tu le précisais tout à l'heure, tous
aujourd'hui évitent gaillardement le port de Douala et choisissent de passer par les ports justement du Gabon et de la Guinée équatoriale. Tout de suite, vous les avez dans vos différentes poissonneries. Alors, Dominique Audrey, lorsqu'on parle bien sûr de la filière avicole aujourd'hui au Cameroun, avant de toucher effectivement le nœud même de la chronique de ce jour, vous, quel choix vous portez sur le poulet quand vous faites à manger? Est-ce que vous allez à la poissonnerie ou vous allez rencontrer justement le vendeur de poulet d'à côté, vous l'achetez en plume et puis vous rentrez avec à la maison comme d'aucuns le font? Moi, je vais dans ma ferme, tout simplement. Je prends vous avez mon une ferme poulet là-bas, oui. Ah ouais, oui. ça c'est bien. Une mini-ferme, parce que une ferme, mini. c'est un bien grand mot. C'est un petit poulailler où je vais prendre mon poulet parce que je sais comment est-ce que j'élève les animaux pour qu'ils n'aient pas d'abord la graisse, parce que je suis assez sélective, même au niveau du porc. Il y a une qualité d'alimentation qu'on donne à ces animaux pour qu'ils n'aient pas trop d'huile. Donc, à ce niveau, je suis assez regardante. Mais lorsque je n'en ai pas, lorsque je n'ai pas de production, j'achète ceux qui sont vivants que je fais tuer moi-même dans Alors, les marchés. aujourd'hui, le regard que vous jetez sur cette filière avicole, telle que la chronique de Charles Hamel ce matin nous présente les faits, est-ce que vous n'aviez pas peur pour celles-là qui sont plongées dans des poissonneries et qui se disent ah ben on prend du poulet à vil prix et on mange du poulet à la maison? Oui, c'est ce qu'elles se disent malheureusement. On peut dire que le secteur avicole aujourd'hui au Cameroun perd des plumes, Monsieur Mbachou. Les gens n'ont peut-être pas la mesure, mais lorsqu'on vous importe des poulets, on n'a pas le contrôle sur comment est-ce que ces animaux sont. Vous savez que même en réalité, dans nos marchés, parfois, les femmes qui vendent le poulet déjà tué, généralement, ce sont les poulets qui sont morts la plupart du temps. Vous savez, lorsqu'on les met dans les voitures en grand nombre, il y en a qui se marchent dessus et il y a d'autres qui sont étouffés. Donc, ils font rapidement, ils déplument et tout, et on vient vous les vendre. Même là, c'est un problème d'en consommer comme ça. Combien de fois, dans ce qu'on vous importe d'un autre pays où vous n'avez pas de contrôle, il n'y a même pas eu de visite, on ne vous a même pas présenté le carnet de ces poulets qu'on vous importe là. Beaucoup de personnes aujourd'hui développent des maladies. On développe des maladies, des indigestions, des intoxications alimentaires liées à ce poulet. Notamment, il y a la salmonellose, qui est une maladie qu'on contracte lorsqu'on consomme du poulet et parfois Vous même dites bien du la porc. salmonellose. Oui, c'est ça. Très Salmonellose et la campylobactériose, c'est une autre maladie qui est encore plus grave lorsque on a un système immunitaire faible. Donc, il est important pour les ménagères d'arrêter de consommer cela. Si on avait des industries ici de poulet à la Du poulet chaîne... congelé, d'arrêter de consommer du poulet congelé. Oui. Très Si bien. on avait des industries ici à la chaîne avec les petits éleveurs, les petits groupes d'éleveurs, on aurait pu congeler nous-mêmes les poulets qu'on a ici, au lieu simplement d'en importer. Importer du poulet ici qu'on vend à moindre coût, ça tue ceux qui font l'élevage ici sur place. Donc c'est une mauvaise guerre qu'on mène contre nos personnes qui en font ici chez nous, à l'avantage de ceux qui sont à l'étranger. Donc, il faudrait qu'on revoie d'abord par rapport à la santé et maintenant pour l'économie des Camerounais qui en font également. On peut peut-être interpeller Karine Santia, vous aussi, qui êtes femme, qui comprenez mieux cette situation. Est-ce que ce qui renvoie peut-être à l'industrialisation, si vous voulez, à la consommation de masse du poulet aujourd'hui et surtout le secteur avicole qui souffre énormément, est-ce qu'on ne peut pas jeter notre dévolu sur le ministère de l'élevage qui semble avoir carrément oublié ce secteur qui est certainement porteur pour l'avenir et même l'économie du Cameroun? C'est pourquoi je dis toujours que c'était n'importe quoi de diviser élevage et agriculture. Parce que pour moi, on ne peut pas parler d'élevage sans agriculture. Le produit de base de production des proventes pour les poules, c'est le maïs. On en produit quelle quantité au Cameroun? Quelle quantité est-ce que d'abord nous consommons dans les ménages? C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas importer jusqu'à importer la nourriture des poules que vous élevez. C'est compliqué. C'est pour ça que l'élevage est difficile au Cameroun. Et c'est pourquoi le prix de revient du poulet sur le marché est très cher. Parce que déjà, pour avoir les petits poussins, ça coûte cher. Et il faudra encore choisir une certaine qualité et pouvoir prendre le soin de les garder à chaud avec l'électricité qu'on coupe tout le temps pour pouvoir réussir à garder une fine partie de ce que vous avez acheté au départ.
Et au final, lorsqu'ils sont assez grands, il faut quitter de votre ferme qui est située dans les fins fonds d'un village pour arriver en ville, vendre à un prix vraiment qui ne va pas vous aider à avoir la provente demain pour les autres. C'est ce qui fait que la filière, elle est morte. Elle est morte. Nous, quand on regarde la télé, on nous dit toujours qu'on regarde les chaînes étrangères pour seulement dire que c'est bien. Mais parfois, quand c'est bien, c'est bien. Regardez, je vois souvent des spots publicitaires dans lesquels on fait la promotion des produits français, particulièrement. Et puis, on vous vante les poulets qui sont élevés en plein air. En plein air. Donc, il y a une industrie du poulet en plein air et une autre industrie c'est le poulet que je vais dire. En plein air. Et il y a une autre qui est faite dans les fermes fermées. Mais ici, chez nous, on pratique plus ce qui est dans les fermes. Et pourtant, l'élevage traditionnel que nous avons au Cameroun est réservé à ce que nous appelons les poules du village. Et pourtant, ce sont les meilleurs dans la cuisine. Pourquoi ne pas accentuer les productions de ce côté-là? Voilà aussi que nous avons une industrie du poulet qui est très faible à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on a eu des entrepreneurs camerounais qui ont décidé d'importer les poulets déjà nettoyés et autres. Et lorsqu'ils arrivent ici, on n'est pas très rassuré de la qualité, des conditions de transport jusqu'au pays, du congélateur et tout. Et puis quand ça arrive dans les congélateurs, vous remarquez bien que le poulet entier que vous l'achetez au marché, par exemple, 2500 pour le petit calibre, peut-être à 3500, 4000 si vous aimez ce qui est vraiment gros. Vous allez vous retrouver dans les congélos à avoir les pattes de poulet à 1 kg peut-être à 1200. Je vous dis, qui peut faire cette concurrence? Qui peut faire cette concurrence? Si vous pouvez trouver un poulet entier qui a été congelé et importé au Cameroun à 2500 francs, donc la grosseur est vraiment équitable par rapport à ce que vous l'achetez au marché, vous allez faire comment pour avoir le cœur d'acheter un poulet à 3500 francs au marché et pourtant celui qui est dans le congélateur est à 2500 francs? Il faut vraiment qu'on essaye d'évaluer. Mais est-ce que quelque part aussi, oui, si on a 2500 francs dans le congélateur, pour ce qui est importé, on a 3500 francs pour ce qui est fait sur place, certainement les regards vont être plongés vers 2500. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que, effectivement, il y a une mauvaise politique de vente qui fait qu'il y en a qui sont des grossistes et des détaillants en même temps? Non, c'est l'État qui régule tout ça. Et qui n'encadre pas? C'est l'État qui doit réguler tout ça. Vous savez que la consommation d'un pays est aussi dépendante de ce qu'il produit en principe. Mais sauf que nos États africains subsahariens particulièrement ont décidé d'offrir leur consommation aux pays étrangers. La particularité. Il y a un moment quand même, on obligeait les grands espaces comme supermarchés et autres à avoir des fournisseurs camerounais de poulet et autres viandes. Sauf que ce n'est plus trop une obligation. Du coup, dans ces supermarchés, vous pouvez avoir tout type. Dans nos poissonneries aussi, vous pouvez avoir tout type de poulet. Et du coup, quand vous y allez, les prix sont abordables, vous achetez tout simplement. Sauf que l'État n'a pas misé sur la régulation de la consommation parce qu'il ne peut pas contrôler le prix de revient de la production du poulet. Il ne peut pas contrôler. D'où la question. D'où la question. D'ailleurs, vous êtes très bien entré avec cela. Vous avez semblé faire savoir que vous n'expliquez pas qu'il y ait séparation entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas justement cette séparation qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à contrôler le secteur même avicole au Cameroun? Non, c'est depuis 1983. Est-ce que c'est un manque de politique réelle? C'est un manque de politique agricole, parce que quand on parle d'agriculture, on parle d'élevage et on parle aussi d'agriculture culture. Oui. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'agriculture en pensant qu'il s'agit de la culture de la terre tout simplement. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas juste une question du ministère, c'est une question de la politique générale de la protection de la consommation au Cameroun. Il n'y a pas de véritable politique de protection des consommateurs et même de la consommation, parce que pour protéger ce que vous mangez, il faut déjà vous rassurer que c'est vous qui produisez ce que vous mangez, et du coup il faut contrôler les étals. Vous ne pouvez pas contrôler les étals si vous ne contrôlez pas ce que vous produisez. Donc c'est une chaîne pour moi. Alors bon, Bengan, on s'en souvient récemment, je pense que entre 2011 et 2015, si mes souvenirs sont exacts, on a eu un phénomène, celui de la grippe aviaire, qui avait 2016 effectivement.
où les Camerounais se sont vus en train de consommer des œufs, où on en tuait d'ailleurs, et ce qui avait favorisé l'entrée au Cameroun des poulets congelés. Vous savez, si vous voulez, le poulet congelé. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que en tuant, en cassant, en détruisant justement les œufs qu'on avait en 2016, ceci avait favorisé en fait au marché européen entre guillemets d'écouler favorablement ces produits au niveau du marché camerounais et faire en sorte que les femmes camerounaises se sentent mieux à aller dans les poissonneries que de faire confiance justement aux agriculteurs et éleveurs camerounais. Et justement, vous avez raison. Je me rappelle encore la sortie de l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun qui s'était insurgé à l'époque. Parce que 2016, c'est la deuxième. La deuxième, il y a la première. Oui. Disons comme ça, la première épidémie, soi-disant. La deuxième, c'est celle qui avait déclaré en Fundi, marché du Fundi, en 2016. Très bien. Voilà. Mais la première, comme on l'appelle, la grippe aviaire à l'époque, l'Ordre des médecins avait dit, des médecins vétérinaires, avait dit qu'il n'y avait pas de grippe aviaire au Cameroun. Or, le gouvernement avait amené les exploitants de ce secteur à tuer tout leur élevage qu'ils avaient. Et je me rappelle encore à l'époque, étant malade, docteur Makek Maurice avait organisé dans les deux grandes villes, Douala et Yaoundé, pour dire que nous consommons du poulet, nous mangeons du poulet, il n'y en a rien, il n'y a pas de grippe aviaire au Cameroun à ce moment-là. Mais comme le gouvernement avait pris la décision qu'il y avait la grippe aviaire, effectivement il y avait la grippe aviaire, mais sur le papier, sur le terrain non. Mais la conséquence a été qu'on a détruit tout l'élevage de beaucoup de Camerounais sans compensation. Et l'autre chose qui s'accompagnait à ça par rapport aux importations qu'il élevait, c'est que Bernard Nzonga, par exemple, s'était insurgé contre cette importation de poulets. Et le drame, et je partage le point de vue de Karine Sontia, nous, dans notre pays, on pense qu'on peut faire des choses de manière isolée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'élevage, la pêche va avec l'agriculture. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pays vrais, nous ne sommes pas dans un pays vrai, les pays vrais, c'est le ministre en charge, le ministère en charge de l'agriculture qui s'occupe des vétérinaires. Des vétérinaires. Et là, quand on parle de l'agriculture, on peut faire allusion à l'élevage, à la pêche et tout, mais également à la production animale. Donc, c'est une chaîne. Et cette chaîne alimentaire-là ne doit pas être disséquée. Quand vous les disséquez comme on fait dans notre pays, justement, c'est chaque ministère qui viendra avec sa feuille de route, avec une proposition séquencée, il n'y aura pas de coordination. Vous verrez donc, et c'est ça qui fait en sorte que ça ne puisse pas prospérer aujourd'hui. C'est ça le vrai problème, le problème de fond. Mais non, il y a quand même deux leviers. L'impact économique d'un côté, mais surtout l'impact économique dans le panier de la ménagère. Bon, Benga. Oui, ben. C'est-à-dire que du point de vue national. En principe, dans notre pays, le poulet devait coûter moins cher. Le Ghana avait réussi à le faire. Au point où on achetait un poulet d'équivalent de 800 francs. On a un gros poulet. Dans le marché ghanéen à partir de 2007-2008 aujourd'hui. Au même moment, le même poulet pouvait coûter 3 500, 4 000 francs au Cameroun. Là-bas, parce qu'au Ghana, un CD, je pense, c'était 500 francs. On pouvait acheter un poulet avec un CD 500 francs. Oui, plus quelques 500 plus, donc l'équivalent de 800 francs. Donc, or, parce que là-bas, il y a une politique avicole. Ici, il n'existe pas de politique avicole. C'est chaque citoyen qui peut dire, ah oui, je peux faire, comme l'a dit Dominique Audrey tout à l'heure, je fais mon truc. Quelle assistance la municipalité vous apporte? Aucune. Quelle assistance? Parce qu'au niveau de la municipalité, ils ont des services d'hygiène qui doivent encadrer de telles initiatives. D'abord, est-ce que tel qui lève le poulet, tel autre qui est dans les ports, est-ce que la municipalité contrôle même? Non. Mais ici, le poulet est devenu un aliment de luxe
alors que ça ne devrait pas l'être. Très bien. Ça ne devait pas l'être. On a envie de comprendre, Charles Lamel Bachou, est-ce que le manque de politique avicole réelle au Cameroun ne va pas également en droite ligne avec le vœu du régime, entre guillemets, à affamer suffisamment les Camerounais pour mieux les tenir? C'est une question politique aussi. Hein. Monsieur Michel Ngachou, qui tient le secteur avicole aujourd'hui? Les richissimes? C'est les barons. C'est les barons qui tiennent le secteur avicole aujourd'hui. Un soir de 1970, le président Amadou Ahidjo est avec ses pairs de ce que j'appelle l'Afrique centrale. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ils sont en pleine discussion au dîner. Le président Amadou Ahidjo déguste un poulet rôti. Il est tellement content, il dit, mais vraiment, en Côte d'Ivoire, vous avez de bons poulets. On lui dit, non, c'est un poulet du Cameroun. Le poulet qu'on consomme vient du Cameroun. Ahidjo ne revient pas. Il rentre, il décrète une ligne spéciale pour le secteur avicole. Une ligne spéciale. Tous les aviculteurs ont été recensés. Chaque agriculteur ou aviculteur a donné ses besoins. On a financé. On exportait les poulets Tchad, Guinée équatoriale, Centrafrique. C'était le poulet du Cameroun. Étrangement, il y a chute. Pourquoi? Écoutez, il y a chute. Comprenez qu'il y a une grosse cassure entre l'ancien et le nouveau. C'est une nouvelle politique qu'on arrive. Il faut réduire. Il faut imposer son style, sa vision. Voilà comment la filière commence à régresser. Vous allez vous rendre compte que quand vous partez de Douala jusqu'à Melon, c'est le secteur avicole. Les fermes en Melon, les fermes en Consambe, on ne comptait pas. À côté de ça, on avait les Souvelov, les Gorzonian. C'était vraiment l'expansion. On travaillait. Vous demandez à quelqu'un même de devenir fonctionnaire, il vous crachait sur le visage. Vous parlez à cette époque à quelqu'un d'aller à l'ENAM, on va faire quoi? C'était le secteur porteur. Vous vous retrouvez avec un gouvernement qui n'a jamais cherché à cerner les facteurs limitant le développement de la filière avicole. La filière avicole aujourd'hui souffre de tous les maux parce que les agriculteurs sont abandonnés. Il y a des banques qui fonctionnaient avec des éleveurs. Je fais dans les poussins de 45 jours, vous me prêtez l'argent, je tourne, lorsque je vends, je suis accompagné même par les agents de la banque, je vends, je rembourse. Beaucoup d'éleveurs, voilà le principe à travers lequel les gars fonctionnaient. Mais lorsque la grippe avait arrivé, on a décimé véritablement des poulets. Les banques ont dit, nous ne sommes plus avec vous. Un secteur à risque. C'est un secteur à risque. On a vu des gars qui ont failli mourir, des AVC, on a eu vraiment tous les cas. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on consomme plus du poulet congelé que du poulet véritablement de chair. On pouvait développer une filière poulet du village. Comment aider les Camerounais justement à faire le distinguo? Parce qu'à un moment donné, on étudie dans des restaurants, on passe des commandes, on les mange. Mais vous-même, quand vous voyez la grosseur du poulet dans les restaurants, vous pensez que c'est un poulet qu'on a élevé? On a pompé. C'est des poulets qu'on a pompés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui malheureusement. Nous avons besoin de revenir aux fondamentaux. Que le chef de l'État qui nous écoute se penche sur la filière avicole. Avec la filière avicole, on a toute une chaîne de production. Si vous n'avez pas les œufs, vous ne pouvez pas faire les croissants, vous ne pouvez pas faire les gâteaux, vous ne pouvez pas faire... Donc, les œufs, c'est au centre de tout. Si vous avez le poulet, vous savez qu'après la viande de bœuf, pour le Cameroun, c'est le poulet. Alors, on a un secteur mort. Faites-le toi à Bafoussam. Les plus grands éleveurs de Bafoussam sont entrés dans le champ du maïs, sont entrés dans le cacao. D'autres sont rentrés dans les autres cultures, abandonnant l'élevage des poulets. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abandonnés. L'État ne veut même pas chercher, trouver inopportun d'une discussion avec les acteurs de la filière avicole. Mais c'est grave. On avait une usine de poulets qui devait voir le jour à Bafang. Cette usine n'a jamais vu le jour. On a fait la pose de la première pierre à 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, la pose de la première pierre à Bafang. Jusqu'à aujourd'hui, monnaie. Charles Lamel, on va revenir dans un instant justement sur les conséquences même
qu'on peut reconnaître aujourd'hui dans ce secteur avicole, dans la deuxième partie de 10-12 au Zénith avec vous également et tous ceux qui sont sur le plateau. Madame, Monsieur, ne laissez pas passer ce programme sans nous donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra faire pour sauver le secteur avicole au Cameroun? Vous consommez des poulets. Est-ce que vous savez exactement d'où est-ce qu'ils proviennent? Vous consommez tous ces produits alimentaires qui sont sur le marché. Avez-vous idée justement des conséquences qui peuvent aujourd'hui se retrouver en chaque personne, et on sait combien les cancers, etc. montent au quotidien. Parlons-en dans la deuxième partie. Marquons une pause et on se retrouve. Madame, Messieurs. Bon retour à vous, Madame, Messieurs. Merci de cette belle fidélité avec la chaîne du peuple. Encore avec vous. Deuxième partie, c'est 10-12 au Zénith. Et vous le savez, le Cameroun est en train de traverser une phase exceptionnelle avec le Covid-19. Bon, il y en a qui disent la Covid. Il y a des chaînes qui ont pensé au Covid. Donc le Covid, la Covid, on va tenir ensemble. Mais là, nous parlons bien sûr du coronavirus. On parle aujourd'hui de 8060 personnes atteintes au Cameroun avec 4748 cas guéris et 206 décès. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, nous faisait savoir effectivement qu'au courant du mois de juin-juillet, le Cameroun pourrait atteindre le pic de l'épidémie. Et lorsqu'on parle des pics de l'épidémie, vous le savez en même temps, ça devient très compliqué pour beaucoup de Camerounais parce que jusqu'ici, aucun protocole n'a été rendu public pour qu'on en sache véritablement ce sur quoi on se base pour soigner les 4000 cas aujourd'hui exposés. On va également vous rappeler qu'en ce jour, Monseigneur Samuel Cléda fait savoir qu'aujourd'hui, à plus de 3000 personnes soignées, il n'a peut-être plus le produit. Où est-ce qu'il va le prendre? Est-ce que l'État peut choisir quand même de le financer? Est-ce que l'État au moins peut avoir l'amabilité de le conduire, de l'accompagner? Il y a également ce matin, au niveau de la primature à Yaoundé, le docteur Tazon Maurice qui est allé rencontrer, les autorités de ce côté pour en savoir un peu plus exactement sur ce qu'il propose aux Camerounais pour être guéris. Et certainement d'ici la fin de la journée, nous saurons s'il a été reçu ou pas, même si d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, c'est un piège qui lui était tendu du côté de Yaoundé. On reste assez prudent, mais nous allons continuer à l'accompagner et à vous accompagner, bien évidemment, ces phytothérapeutes, autour même de la question des soins liés au Covid-19 avec la pharmacopée africaine. Allez, on va se retourner vers vous, Charles Hamel, peut-être en une phrase. Est-ce qu'on peut croire véritablement, pour revenir à la collègue que vous nous expliquiez tout à l'heure, qu'on peut sauver le secteur avicole au Cameroun qui a non seulement de grandes dérivées en termes d'opportunités, mais surtout on pourra reparler des conséquences tout à l'heure. La première chose qu'il faudrait faire, c'est dissoudre le Conseil économique et social. Placer à la tête du Conseil économique et social de véritables acteurs locaux qui vont conseiller le chef de l'État. Si vous avez 4 importateurs au Conseil économique et social, que vont-ils parler? Importation. Les véritables acteurs ne sont pas impliqués dans la gestion de leurs choses. Première chose. Deuxième chose, que le président Paul Biya fasse comme le président Amadou Ahidjo, qu'il accorde une ligne spéciale au secteur avicole. Qu'on dise, Konsamba, nous attendons de vous les poulets comme à l'époque. Konsamba, Melon, Bafang, Bana, jusqu'à peut-être Banganté, on vous donne la latitude, ou même Tchang, pourquoi pas Bouddha, on vous donne la latitude de nous sortir les poulets du village. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez mangé un poulet du village, monsieur Michel Mathieu? Ça c'est une appellation, oui, c'est pour retrouver Karine avec ce qu'on appelle les poulets élevés en plein air. En plein air. La chair du poulet du village est différente de la... Elle est tendre. Le poulet de fer. Ah oui, c'est le poulet de fer. À casser. Alors, lorsque vous consommez, c'est bio, c'est bien, ça vous donne assez. On peut décider toute une zone, le centre ou le sud, pourquoi pas, zone du poulet de village, élevé en plein air. On dégage des fonds qui vont atteindre les cibles. On va à l'ouest, on dégage des fonds, des vrais fonds. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas justifié les 1 milliard de francs CFA qui ont été décaissés
pour la pose de la première pierre de l'usine à poulet de Bafang. J'insiste là-dessus. La pose de la première pierre de l'usine à poulet de Bafang. Tout Yaoundé était là-bas. Oui. On a organisé des festins, des tentes climatisées et tout. Ça coûte de l'argent, monsieur Michel Ngachou. 1 milliard venant de quel, 1 milliard. De quel ministère? De l'élevage? Rien ne se fait sans la planification, monsieur Ngachou. Merci beaucoup. Donc, essayez de voir avec l'économie, la planification, les finances. Vous allez essayer de voir et vous comprendrez pourquoi on se retrouve à souffrir. Toutes les poissonneries commercialisent du poulet congelé. Où sont les brigades du Minépia? Le décret est tombé en 2005, après la bagarre avec Bernard Djonga, comme le disait Bobo. Oui. Interdiction formelle d'importation de poulet. Après ça, on a dit non. On n'a pas totalement interdit. On a réservé un peu pour les expatriés qui résident au Cameroun. Mais vous allez à Bonabo. Toute une poissonnerie a 4 congélateurs de congelés. Il y a les expatriés qui vivent à Bonabo. Merci Charles Mbachou. Allez, Dominique Audrey, avec vous rapidement. Certainement, vous avez, au-delà des solutions proposées par Charles Mbachou ce matin, il y a aussi des graves conséquences pour ceux-là qui se mettent à la consommation des poulets congelés. Il faut certainement, vous, en tant que femme, en tant que mère, qu'on comprenne ça aussi. Oui, tout à fait. On a l'impression et la sensation que ça coûte moins cher d'aller et de prendre 3 cuisses de poulet à un vil prix ou bien les pâtes et tout. Mais la conséquence la plus grave, c'est celle sur votre santé. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur les produits qu'on nous vend. C'est un peu comme les médicaments que M. Mbachou nous a dit ici, qu'on retrouvait même dans des brocantes. Imaginez, qu'on vous ait ramené des poulets qui ont eu une maladie là-bas, qu'on a tué, et qu'on vous a envoyé ici. Lorsque vous allez consommer sans préalablement cuire très longtemps cette viande, vous aurez un enfant qui va commencer à développer des regardez maladies. Regardez même la première chose qui devait attirer l'attention des femmes, la chair de ces poulets congelés. Merci. Juste pour attirer. Il y a la couleur. Comment elle Il y a la- Oh là là. Elle s'effrite, oui. Elle se frite, la chair. Elle n'est là. pas ferme, cette chair-là. Très bien. Donc il faudrait faire très attention. Au Cameroun, on trouve déjà quand même des tas de poulets qu'on vend à 1000 francs. Vous pouvez avoir le tas. C'est vrai que ce n'est pas le poulet entier, mais consommer comme ça, ou bien à défaut, n'en consommer simplement On pas. va dire cultivé sur place? Oui, bien sûr, D'accord. le poulet 100% camerounais, comme on dit en France, 100% français. Il faudrait qu'on développe ça. Mais on ne se rend peut-être pas compte, mais favoriser les industries des provenderies et des fermes, ce sont des emplois concrets également, avec la multiplication de ces structures qu'on peut mettre sur pied. Donc, il faudrait travailler à cela. Mais on a un problème de terre aussi. On va trouver la terre pour faire les champs de maïs. On va trouver, donc tout est à refaire. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le développement du Cameroun passe par l'enchevêtrement de plusieurs secteurs, en réalité. Dominique Audrey, celui qui fait les plantations peut élever le porc, peut faire les tanks de poissons et peut faire la ferme. C'est une chaîne. Très bien. Allez, on Celui va, qui fait on va- on va l'agriculture, donner il l'occasion faut- à Carisson Tia de nous lire déjà, de nous dérouler les messages de nos téléspectateurs qui nous laissent pas mal d'écrits. Merci, madame, monsieur, pour la fidélité. Que nous dites-vous ce matin? Vous avez 800 000 au lieu de faire de l'agriculture, de l'élevage ou d'une autre activité de rente calmement. Vous voulez des milliards faciles. Gaël Temgue. Alors, un autre message. Mes frères, toujours se poser la question de savoir pourquoi celui qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève est prêt à me faire confiance sans qu'on ne se voit jamais. À malin, malin et demi, comme dit Charles Hamel. C'est pas facile. Le Cameroun ne peut pas garantir sa demande aujourd'hui. Il faut discuter et réorienter notre politique avicole. Le poulet congelé du père Dodu qui sentait mauvais, et en France, ils ont été pénalisés par l'État à cause de la grippe aviaire. Ils ont détruit tout leur élevage. Aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Nicole Ngoenji. Un autre message. Avec tout cela, est-ce que les Camerounais devraient manquer de travail? Un autre message. Le problème, c'est le niveau de vie. On aura beau lutter contre cela, mais tant qu'il y aura la misère ambiante, les gars vont prendre ce poulet-là. Prudence, prudence, prudence et encore prudence sur les réseaux sociaux, car tout ce qui est mauvais rôde autour de là-bas. J'avais eu ce même problème volant
voulant m'aider pour mon fils. Heureusement que j'avais appris que Eto n'était pas... d'accord. Pays de suivisme, dès que la France a dit grippe aviaire, et ils nous ont dit, nos gouvernements ont couru pour dire grippe aviaire sans consulter les spécialistes qui sont les médecins vétérinaires. Nathalie Fossi. Je ne suis pas au Cameroun et j'aimerais juste dire aux Camer que le poulet des Blancs n'a rien du poulet du Cameroun. La graisse, le goût, etc. Vraiment, le poulet du pays me manque. Toujours réfléchir à 1000 fois avant d'agir, toujours se demander quel est l'intérêt de l'autre dans l'opération. Bref, pourquoi l'autre serait-il prêt à se laisser berner facilement? Alors, j'ai un numéro d'un certain Richard qui fait aussi partie de ces gens-là. Et je ne sais pas comment je peux faire pour l'arrêter. Contactez l'antique. Alors, je tiens à vous rappeler que Samuel Eto'o a déjà dénoncé ça sur sa page de grâce. Je ne sais pas avec quoi on élève nos poulets de chair au pays. J'achète mon poulet au marché, on déplume et on passe un peu du feu. J'arrive à la maison, la chaleur avait déjà fait effet de cuisson. Alors... Voilà. Oui. C'est une solution qui nous a été... Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer une dame. Je suis allé présenter un événement à Chang. Elle m'a reçu et derrière son domicile, il y avait de l'étalage. Elle y avait mis justement du feu en dessous. Elle a étalé du poulet. Je lui dis, non, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, non, il faut justement que je retire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est chimique, tout ce qui est graisse. Et elle fait d'abord sécher avant de passer justement à la cuisson. C'est pas le même processus que décrit le téléspectateur. Il nous dit qu'au moment où on flambe le poulet au marché pour retirer les dernières traces de plumes là, on a l'impression que le poulet est déjà cuit lorsque vous arrivez à la maison. Ah, n'est-ce pas? Il y a des produits que les gens qu'ils injectent sur le poulet pour faire gonfler. Bon, d'aucuns parlent du formol, d'autres parlent. Bon, mais il faut encore le voir. Donc, il va falloir vraiment faire très attention à ce que nous mangeons, faire très attention justement à ce que nous mettons dans nos marmites. Oui. Mais on compte justement sur les femmes ce matin pour nous aider à bien manger en même temps. Moi, j'avais 4000 poulets, mais j'ai dû fermer à cause de l'ENEO, baisse du taux d'achat. Ce gouvernement... c'est n'importe quoi. Pour la colère, je pense que chez les vrais chrétiens, il est strictement interdit de manger un animal qui n'a pas été immolé. Kylian Lewis Thompson. Puisqu'il y avait la grippe aviaire en France et que le Cameroun, c'est la France, bis conclusion, il y en a. France existe au Cameroun. Alors, il faut un autre message. C'était pour les postes des amis qu'on a créé autant de ministères au Cameroun, plus de 70 ministres. Un autre message, il y a bel et bien des petits producteurs. Le problème est qu'ils ne sont pas encouragés ou accompagnés par le gouvernement. C'est un problème politique parce que le Cameroun a bien fait de bloquer l'importation, mais n'a pas accompagné ses éleveurs. C'est un problème d'ignorance. L'ignorance tue jusqu'à... ça ajoute la pauvreté, Seigneur. Alors, moi, je pense que Samuel Eto'o lui-même doit... parler par rapport à ces arnaques en son nom. Alors, bon, nous dit toujours qu'il n'a pas fait l'école, ok. Un pays où tu fais la carte d'identité, ça fait 2 ans pour sortir. Et quand tu te rapproches des services dédiés, on te demande 50 000 francs. Bon, le rapport. Poulet, poisson, tout est importé. Et si on stoppe l'importation et supporte la production locale, le taux de chômage va baisser. Allez, merci Karine Santia pour cette première série des messages lus dans le cadre de 10-12 le Zénith. Madame, monsieur, merci également de nous laisser vos différentes contributions. Et dans un instant, nous irons voir ce que nous propose la toile. Le week-end a été chargé également, mais surtout, on va le dire, il y a eu encore du grabuge autour de l'affaire Ouazizi. On en reparlera dans un instant. Confusion au sommet de l'État. Qu'est-ce qui se passe réellement? Karine Santia, c'est avec vous. Oui. L'État, le communiqué du représentant de la communication du ministère de la Défense nous dit tout simplement que il a été arrêté pour connivence et intelligence avec des groupes armés. Le gouvernement soutient que c'était en fait un logisticien des groupes armés. Et puis plus tard, le gouvernement nous dit qu'il est décédé de sepsis sévère. Il avait été transféré à l'hôpital de Yaoundé pour cela. Et puis ensuite, le gouvernement nous dit qu'il y avait que la famille était informée de son décès depuis, mais n'a pas daigné récupérer sa dépouille à la morgue. Voilà, on va vous proposer la réaction d'un membre de la famille de Samuel Ouazizi.
Le temps que la partie technique se prépare par rapport à cela, on vous permet d'écouter le son de cloche de la famille. Voilà. Je suis le frère aîné de Ouazizi. Depuis son interpellation au commissariat de Mounia, nous n'avons jamais été contactés. J'ai essayé de suivre cette affaire en allant même au 21e bataillon, mais ils m'ont refoulé disant qu'il n'y a pas de centre de détention là-bas. J'ai fait plusieurs tours au commissariat de Mounia et à la police judiciaire et je ne savais plus quoi faire. Quelqu'un m'a appelé et a dit que Ouazizi était à Yaoundé, détenu dans des conditions déplorables. Il m'a même demandé 30 000 francs pour qu'on change son lieu de détention. J'ai répondu en disant qu'il aille en prison et me met en contact avec Ouazizi au téléphone. Et même si c'est 50 000 francs, je vais donner. Mais il ne m'a plus appelé. On n'a eu aucune... Voilà ce que la famille dit. Et la toile, en même temps, cette semaine, ce week-end, s'est lâchée entièrement sur le communiqué qui a été rendu public par le ministère de la Défense. Le chargé de la communication du ministère de la Défense soutient que Samuel Ouazizi était un logisticien des terroristes. Et l'ambassadeur de France également, au sorti de l'audience, a tout dit le même jour, bien sûr, le 5 juin dernier, confié à la presse qu'il a évoqué la situation du journaliste Samuel Ouazizi au chef de l'État. Et il a annoncé en exclusivité que Paul Biya a promis d'ouvrir une enquête, les odeurs d'une affaire liée, on va dire, ressemblant un tout petit peu à un garbou. Alors, je voudrais, avec vous, Bonbon Bengan, qu'on essaie de mieux comprendre le communiqué, bien sûr, du ministère de la Défense et signé, bien sûr, du chargé de la division dans ce ministère. Comprendre aujourd'hui que lorsque lui, il vous fait savoir que Ouazizi a été arrêté. Pourtant, on sait que Ouazizi a été convoqué au commissariat. Ouazizi lui-même, il est venu justement, il s'est rendu au commissariat. Lorsqu'il vous dit qu'il a été arrêté, premier élément, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce communiqué et même se demander si l'armée, qui est censée être proche des Camerounais, on peut lui faire confiance sur ce point-là? Non, l'armée s'est comportée là en véritable militaire et surtout en une institution qui est au-dessus de la justice et de la justice militaire, parce que semble-t-il, même les militaires ont une justice, même la justice militaire ne leur dit rien. Donc en fait, c'est une sortie provocatrice. Or, l'armée ne devait pas ne devrait pas se lancer dans la provocation des citoyens. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien ce qui s'est passé. Logisticien, et je vous avais dit au départ ici que si je suis convaincu que si Mohamed Abbas, le correspondant de RFI en langue Hausa, n'avait pas la couverture de Radio France Internationale, dont du Quai d'Orsay, beaucoup de mauvaises choses lui seraient arrivées. Voilà la preuve aujourd'hui. Donc, ni la famille, ni l'avocat de Ouazizi n'ont eu des informations le concernant. Donc, on l'appelle logisticien des Ambazoniens, d'accord, mais l'armée ne peut pas l'inculper comme ça, gérer jusqu'à la mort du citoyen. C'est pas possible. Donc c'est vraiment un acte de provocation que l'armée a commis. Et l'autre principe de l'armée, quand on parlait de l'universalité de la défense, on ne devrait pas oublier le fait que tout le peuple, les civils aussi participent à la défense de la nation. La défense. Et c'est la même armée a d'ailleurs vu lorsque le chef de l'État a demandé une mobilisation autour de l'armée pour barrer la route à Boko Haram. Vous avez vu, même tout le monde, même dans nos villages, on cherchait les plantains, les macabos et tout qu'on convoyait pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Donc ce qui s'est passé là est triste. C'est le manque dans le communiqué, bien sûr, bon, Bengen, toujours avec vous, du chef de la division du ministère de la Défense, qui d'ailleurs, ceci a été longuement critiqué au courant du week-end sur la toile.
Il parle aujourd'hui des médias qui seraient rentrés, qui seraient proches, qui seraient dans une certaine confession, entre guillemets. J'espère que le thème sera très bien retrouvé. Est-ce qu'il est de bon ton de savoir aujourd'hui, est-ce que l'armée a vocation à faire la politique? Voilà. Non. Justement, l'armée ne fait pas la politique. L'armée n'a pas vocation à faire la politique. La preuve, et c'est pour cette raison que nous autres, nous continuons à dire qu'ils ont un comportement républicain et respectable. Lorsqu'on vous recrute dans l'armée, on vous recrute entre 18 et 20 ans, filles comme garçons. Vous vous engagez à défendre la nation, mais vous n'avez même pas le droit de vote. C'est un engagement noble à ce moment-là. Et au sein de l'armée, vous n'avez pas le droit d'exprimer un penchant politique. C'est aussi ça, la République. Donc, en réalité, à une certaine époque, les Roger Mila, que vous avez vus, les belles Joseph Antoine, et toutes leurs promotions, les Isaac Bassois et tout, ils faisaient la formation militaire. Pourquoi? Justement pour donner le sens de la patrie à la nation. Et il y en a même un que j'aime souvent tancer, même bien qu'il ait démissionné après, Mungam Dagobert, on l'appelait Barreta. C'est de suite de cette formation militaire, parce qu'il était à l'équipe nationale, qu'il est resté dans l'armée. Il est resté dans l'armée. L'Institut national de la jeunesse et des sports, tous ceux qui étaient admis à l'INJS faisaient une formation militaire. Les élèves de l'école nationale supérieure polytechnique faisaient la formation militaire. L'école normale supérieure faisait la formation politique. Et même les journalistes. Les élèves de l'ESTIC, du CUS, faisaient la formation militaire. Donc, des travaux. Donc, en fait, toutes les grandes écoles faisaient la formation militaire. Pourquoi? Pour avoir le sens de la patrie, comme vous dites maintenant. C'est-à-dire qu'on avait des citoyens, et ça doit être ça le rôle de l'armée, qui est au-dessus des partis politiques. Mais être au-dessus, ça ne veut pas dire qu'on piétine les institutions de la République. C'est qu'on est au-dessus des clivages qui peuvent amener à des dissensions politiques. C'est ce que ça veut dire. Mais ici, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'armée, au sein de l'armée, on fait des cours de droits de l'homme? Je n'en sais rien. Bon, pour la police, j'ai vu quelques cours de la police, on fait des cours de droits de l'homme dans la formation de la police. Mais est-ce que là-bas, c'est la même chose? Ça devient un problème. On va toujours tenter, Dominique Audrey, on va quand même tenter de rassurer les Camerounais qu'au-delà des velléités qui ont été apportées dans ce communiqué, même si le média n'a pas été indexé, nous sommes, heureux à Equinox de faire un travail de fond, de qualité, en allant au fond de l'information, recouper la bonne information, bien la traiter, critiquer les sources en même temps, équilibrer avant de les rendre publiques. Et nous ne les ignorons pas, Dominique Audrey. Je n'aime pas cet exercice, monsieur Ngachou, parce que je crois que jusqu'ici, les téléspectateurs qui nous suivent fidèlement savent exactement quel est le cheval de bataille d'Equinox. Maintenant, on aura beau faire les reproches que tout le monde sait, qu'on fait tout le temps, la vérité finit toujours par prendre le dessus. Donc je suis de ceux qui pensent que on ne s'attaque, les abeilles ne s'attaquent qu'aux plus belles fleurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc il y a des choses auxquelles, comme je dis souvent, on ne répond pas. Equinox continuera de faire son travail, quoi qu'il en coûte. Et jusqu'ici, on ne s'est pas encore trompé. On n'a pas encore eu donné de mauvaises informations. Du moins, lorsqu'on aura quelque chose qu'on n'aura pas bien dit, on fera l'effort de rétablir la vérité. Mais jusqu'ici, il n'y a encore rien à redire. Donc, les menaces, les invectives, les insultes et tout ça, vraiment, je crois que ça devrait passer au-dessus. Bon, comme ça me passe par-dessus la tête, ça devrait passer par-dessus la tête de tout le monde. On devrait faire abstraction de certaines choses et rester concentré sur les objectifs, notamment nous expliquer pourquoi, lorsqu'il a fait cette septie, je crois que c'est une forme de septicémie chronique, pourquoi on ne l'a pas directement conduit à l'hôpital quand on sait que cette maladie peut se traiter et que c'est simplement une infection de certains organes dans le corps? Pourquoi ça a pris du temps pour qu'on puisse le traiter? Et s'il était véritablement malade,
Pourquoi c'est simplement lorsqu'on l'a arrêté qu'il a commencé à faire cette maladie? Il y a plein d'interrogations auxquelles on devrait plutôt répondre au lieu de s'attaquer aux personnes qui font simplement leur quand il est travail. décédé, on n'a pas fait un communiqué? Justement, Par je devais exemple. relancer là-dessus, Karine Pouli. Mais pourquoi ne pas avoir fait un communiqué? Est-ce que lui aussi, en tant que prisonnier, n'avait pas de droits à tous les niveaux? Et même les condamnés à mort, généralement, on leur donne l'occasion de dire un dernier mot avant Oui, de à leur mourir. famille. C'est-à-dire que même quand vous êtes coupable et que on va vous placer sur la chaise électrique, vous avez au moins le droit de dire un dernier mot avant que vous ne soyez électrocuté. C'est la raison pour laquelle je dis encore que je prends le communiqué du gouvernement avec beaucoup de pincettes. Heureusement qu'il reconnaît que le journaliste est décédé depuis le mois d'août et que finalement il n'avait pas été arrêté. Le gouvernement ne reconnaît pas qu'il est venu de lui-même auprès des autorités compétentes, mais qu'il a été arrêté. Ça, c'est encore une vérité il faut encore enquêter dessus pour savoir si véritablement il avait été arrêté, parce que là on a deux versions et on a l'impression que le gouvernement tente de discréditer les informations qui sont venues d'Equinox Radio et Télévision, sauf que à la fin de tout, on n'avait pas besoin, je pense pas que le gouvernement avait besoin, ne serait-ce que pour son image, que l'information soit connue de tous pour pouvoir la rendre publique. C'est encore là où nous posons la question, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que vous nous dites que la famille a été informée et elle n'est jamais venue récupérer, mais c'est quelqu'un que vous soupçonnez de criminel. Est-ce que son corps est toujours à la morgue ou alors il a été enterré? Il faut bien qu'on nous pose des questions. Et si c'est le cas, mais qu'on remette d'abord le corps à sa famille et que sa famille fasse des obsèques normalement. Bon, en une minute quand même, on va tenter de mieux comprendre. Le chef de l'État, certainement, selon l'ambassadeur français, va ouvrir une enquête. Bon, en même temps, on se demande si c'est l'ambassadeur français qui demande à ce que l'enquête soit ouverte ou pas, ou le chef de l'État lui-même ne devrait pas s'en préoccuper. C'est assez compliqué quand même. Est-ce qu'on doit faire confiance à cette enquête qui sera ouverte, premièrement, et pendant que nous y sommes, est-ce que l'État ou l'armée peut nous dire exactement où se trouve aujourd'hui le corps même de Samuel Ouazizi? Oui, l'armée doit nous dire où se trouve le corps de Ouazizi. Là, il n'y a pas de débat dessus. Il doit nous dire où se trouve le corps. Maintenant, s'agissant de l'enquête, on ose espérer que ce qui s'est passé avec Garbou puisse se reproduire avec le cas de Samuel Ouazizi. Vous avez, même en France, dernièrement, en Centrafrique, lorsque les soldats français ont commis des exactions, les États-Unis, en Afghanistan, partout, on les a traduits devant les tribunaux. Les militaires français, américains et tout sont traduits régulièrement devant les tribunaux pour certaines actions. Donc, comme c'est l'ambassadeur de France qui l'a dit, nous savons les relations que nous avons avec la France. C'est le porte-parole du président de la République. Il est le porte-parole adjoint du gouvernement, quand même, du président de la République. C'est assez compliqué quand même. Mais on va rappeler que le député Ninche exige une enquête parlementaire à cette veille des rentrées parlementaires. Est-ce qu'il sera entendu, Maman Bengan, vous croyez? Il faut bien qu'il soit entendu. Il faut bien qu'il soit entendu. Les députés doivent se prononcer. Oui, il faut bien qu'il soit entendu cette fois-ci et justement qu'il prenne même, à ce moment, on peut prendre comme un allié objectif l'ambassadeur de France au Cameroun. Pourtant, il n'est pas de notre camp, mais c'est un allié. Il a dit, on suit ce mot, et un député représente l'institution. C'est la représentation nationale. Donc il porte ça et je vais voir également le comportement des autres députés de l'opposition. En tout cas, madame, monsieur, nous allons lire vos messages dans un instant sur ce sujet véritablement. Merci de rester des nôtres. Mais avant de lire vos messages, vos nombreux messages, nous vous rappelons aussi que le syndicat national des journalistes du Cameroun et d'autres syndicats ne décolèrent pas, continuent à clamer au fort qu'il faudrait qu'une enquête au plus tôt soit rendue publique et que l'on sache véritablement ce qui s'est passé avec Samuel Ouazizi. Chaque journaliste aujourd'hui se sent menacé au Cameroun, malgré la position du Cameroun dans la question, la gestion même des droits des journalistes. Qu'est-ce qu'on va en dire? En tout cas, on vous lira dans un instant. Merci de nous laisser vos messages sur les pages 10-12, le Zénith. Là, nous sommes sur Facebook ou encore sur Equinox TV, le fil d'actualité de l'émission. Allez bien sûr nous laisser vos messages. Nous allons les lire en seconde partie avec Karine Sontia. Et on va tout de suite nous jeter dans le
Oui, sur le plateau B, où nous attend là-bas, de ce côté, Consti Lamine, qui revient ce matin avec le correcteur de posture. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour mon cher ami et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et à tous ces clients. Je leur dire merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à patienter, à attendre le retour des correcteurs de posture du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et je viens donc ce lundi matin vous annoncer en exclusivité mondiale que les correcteurs de posture sont bel et bien de retour au magasin 1001 tapis. Le concept Salaka étant ce concept de vente, étant ce concept de la qualité commerciale, a épuisé tout le stock des premiers correcteurs de posture. Des milliers de correcteurs ont été vendus et aujourd'hui, tous ces clients sont tellement satisfaits. On a convenu pratiquement un mois où on n'avait pas de correcteurs de posture. Alors le concept Salaka a donc tout fait avec ses partenaires américains pour avoir des correcteurs de posture de nouveau au magasin 1001 tapis. Donc je viens donc ce matin annoncer à tous nos téléspectateurs, à tous les clients du concept Salaka, que les correcteurs de posture sont bel et bien de retour au magasin 1001 tapis. Ce sont les mêmes couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Bien entendu, les mêmes tailles, notamment la taille M, la taille L, la taille XL et bien entendu la taille standard. Voilà donc pour ce qui est de la présentation des différentes tailles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite rappeler les avantages de ce correcteur de posture de marque Lifecore d'origine américaine. Le correcteur de posture, comme son nom l'indique, permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture, encore appelé en anglais renfoncé by Consti Lamine, correcta de posta, permet de redresser votre dos. Le correcta de posta permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcta de posta permet également d'améliorer la circulation du sang. Voilà donc quelques avantages liés à l'utilisation régulière du correcteur de posture. Alors, chers téléspectateurs, donc, any man with the yami just now, we must know c'est correcteur de posta. Donc, come again for magasin 1001 tapis. And any man must come take a corrector de posta. This corrector de posta, when you hear back for your neck, for ya, when you hear back for your épaule, when you hear back for your do na for ya. Just come take corrector de posta. You the driver, you the secretary, you the worker, you the farmer. Any man must come by a corrector de posta. Not wait against the corrector de posta finish because then some find any man want buy them. Don't just come just now for magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika and commander ya corrector de posta. Alors parlons bien sûr du prix. Le prix n'a pas changé. Le prix demeure le même parce que le concept Salaka ne change pas le prix. Ah ben oui, vous l'avez toujours au prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture, quelle que soit la taille. Vous avez la taille L, la taille M, la taille XL, la taille XL et la taille standard. Deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Regardez comment il se présente à l'écran, ce correcteur de posture. Les numéros de téléphone, vous les avez. Le prix est le même, 10 000 francs pour votre correcteur de posture. Comment l'utiliser? Je le rappelle à tous nos téléspectateurs, le porter 3 à 4 fois par jour à l'intérieur de votre vêtement pour des séances de 40 à 1 heure de temps. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport avec, on peut marcher avec, on peut conduire avec, on peut aller au bureau avec, mais ne pas dormir avec le correcteur de posture. Il se lave à de l'eau avec le savon, donc chacun devrait l'avoir. Alors je ne saurais partir sans rappeler également à tous nos téléspectateurs que la pommade des hémorroïdes est encore de retour au magasin 1001 tapis. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Vous souffrez des hémorroïdes? Alors je vous prie de contacter le concept Salaka ou alors de venir au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun, et d'acheter votre pommade contre les hémorroïdes. Surtout, très bonne journée à tous les clients du concept Salaka. Rendez-vous au magasin 1001 tapis et n'oubliez pas le correcta de posta.
Infiniment Constilamine pour ce moment de vente sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présent. 10-12, le Zénith se poursuit. La grande équipe est au complet. Dominique Audrey Oyengelek, Charles Amel Bachou, avec la voix un tout petit peu malade quand même. Nous lui souhaitons beaucoup de courage ce matin. Bonbon Bengan et Karine Santia. Allez, Karine a un deuxième sujet à nous proposer ce matin. Et Karine voudrait bien évidemment rentrer à Camerco. Qu'est-ce qui s'y passe, Karine? Alors, 65% du personnel de Camerco en congé technique. L'information a été rendue publique par le directeur général, Georges Dipenji, après l'accord de principe obtenu auprès de son PCA, qui n'est personne d'autre que le ministre Ernest Masséna Galé-Bibé. Une décision prise alors que les négociations avec les syndicalistes du secteur n'ont pas porté leurs fruits. Et depuis le 23 avril, le directeur général a évoqué sa volonté de mettre en chômage technique pour 6 mois 371 employés de la structure dans une correspondance adressée au PCA de Camerco. Malgré justement les guéguerres qui sont perceptibles du côté de Camerco, 65% du personnel seront mis de côté pour un congé technique. Nous nous posions la question de savoir est-ce que c'est un congé technique ou c'est un licenciement? Karine Santia, de quoi s'agit-il? Alors, dans la note du directeur général, c'est un congé technique, mais sur la toile, c'est licenciement. Et vous savez que chez nous, ne pas travailler pendant 6 mois est synonyme psychologiquement d'absence de travail, donc vous êtes au chômage, quoi. Lorsqu'on vous envoie un congé technique, on vous donne quand même un peu d'argent, ça va. Ça dépend des structures, hein. Si elles respectent les réglementations et autres. Il y a des structures au Cameroun qui, lorsqu'elles vous envoient un congé technique, c'est parfois même sans notification. Vous êtes juste informé au téléphone que vous êtes en congé technique. Mais bon, il y en a qui vont vous faire quand même des notifications générales pour vous informer avec le nom des employés et autres pour vous dire que vous serez en congé technique et que vos émoluments sont à tel niveau que vous pouvez récupérer. Difficile réalité pour Camerco, Charles Amel Bachou, et surtout pour son personnel aujourd'hui. Au-delà des problèmes que connaît, on va dire, hein, la Camerco aujourd'hui, est-ce que c'est une des solutions pour éviter à cette entreprise publique de sombrer véritablement dans le gouffre? On n'attendait que ça. On n'attendait que ça dans la mesure où la masse même salariale dépassait le bénéfice de l'entreprise. Il fallait passer par là. Maintenant, passer par là, demander à ce qu'on touche les réseaux. Il y a plusieurs personnes recrutées à son réseau. Réseau de la présidence, réseau de la primature, réseau du ministère des Transports, réseau des barons tapis dans l'ombre. Il fallait bien, et je pense qu'ils ont dû véritablement calculé, équitablement, on a touché un peu pour ce congé technique. Je pense que tout congé technique dans une structure comme celle-là, il y a ce qu'on appelle le salaire partiel. Donc je crois qu'ils vont travailler au salaire partiel pour permettre à tous d'être momentanément dans la paix. Est-ce qu'ils pourraient revenir après? Là, c'est la question. Mais c'est 6 mois. Mais lorsqu'on fait 6 mois quand même à la maison, Dominique Audrey, on est dans une entreprise comme Camerco, on est entre autres, on va dire, on est un employé. 6 mois après, est-ce qu'entre-temps quand même il devait avoir des séances de recyclage, de réflexion, de retoilettage pour qu'une fois, 6 mois après, lorsqu'on revient en entreprise, avec les problèmes que l'entreprise connaît, que l'on se dise après, ben, on s'est repositionné, on a repensé l'entreprise 6 mois après. Ça va demander de l'argent, Michel. Ça va demander encore de l'argent parce qu'il va falloir payer les personnes qui vont venir les recycler, il va falloir payer les casse-croûtes et autres. On veut justement faire des économies en les envoyant cela au quartier. Maintenant, ce sera à chacun de voir dans quelle mesure il va être prêt pour recommencer le travail. Et maintenant, quelles sont les personnes qui seront susceptibles de revenir? Peut-être c'était une façon douce de les mettre tout bonnement à la porte. Hein. Donc maintenant, tous ceux qui vont faire 6 mois à la maison, commencez à penser à une autre activité. En attendant, si on vous rappelle, c'est bien. Mais si on ne vous rappelle pas... C'est assez compliqué. Bon, Bengan, quelle analyse vous faites justement de la situation aujourd'hui? Lorsque Camerco décide, bien évidemment, de mettre de côté 65% quand même de son personnel, c'est énorme aussi, non? Il y a des impacts directs sur l'entreprise. Comment vous analysez ça? Non, vous savez, lorsqu'il y avait passation de pouvoir entre Amadou Ahidjo et Paul Biya, des sources bien introduites nous ont dit que le président Ahidjo aurait dit au président Biya
quand il venait, ils avaient tout terminé. Il lui a dit, il y a 3 choses que je voudrais insister. Il lui a dit, il ne faut pas que la Camer disparaisse. Dans les problèmes anglophones, il faut beaucoup plus se pencher avec les ressortissants du Nord-Ouest. Et sur le plan international, il lui aurait dit, les Chinois ne sont pas nos ennemis. Donc, je pense que le président Biya reste dans ce chemin-là en voulant maintenir à tout prix Camerco, bien qu'on ait choisi. Mais, sauf qu'il s'y prend mal. C'est lui le propriétaire de l'entreprise. Donc, c'est l'État du Cameroun. Et il s'y prend mal comment? Parce qu'il a laissé cette nébuleuse qu'on appelle la présidence de la République. Nous avons dénoncé ici les premiers agissements de l'actuel directeur général de Camerco. C'est un ancien PCA qu'on nomme directeur général. On lui a dit que, cher ami, vos amis de la présidence là risquent, du moins vous risquez de ne pas vous en sortir avec eux. Donc ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent. Bon, vous êtes sortis de l'ENAM, ne rentrez pas, ne les obéissez pas. Mais le premier acte, c'était de se lever contre son PCA, le ministre en charge des Transports, Ngale Bibé. Voilà le premier quoi qu'il a causé. Maintenant, il est revenu. Alors, il avait tellement compté sur cette nébuleuse, la présidente de la République, où à un moment, on lui dit non, arrête un peu. Il y a quand même certaines décisions qu'il faudrait. Donc, c'est cette nébuleuse-là, la présidente de la République, qui en fait des problèmes, qui fait problème à Camerco. Le problème. Ils veulent maintenir la compagnie aérienne parce que le chef de l'État a donné des recommandations que la compagnie doit être en vie. Deuxièmement, ils veulent se sucrer. Or, l'aviation civile est un milieu pointu. Quand vous avez un avion, ça nécessite un nombre de personnel. On vous dit par exemple, pour un avion commercial, vous devez avoir par exemple 11 personnes. Pour 2, donc là-bas, on ne jongle pas avec. Vous jonglez, c'est un problème. Donc, mais le problème donc à ce niveau, c'est là. Que veut cette nébuleuse-là, la présidence de la République? Qui agit sur Camerco. Oui, absolument. Oui. Maintenir la compagnie parce qu'on se sucre derrière, ou alors avoir une compagnie aérienne véritable. Parce que eux-mêmes, comment ils ne peuvent pas exiger que en lançant Camerco, Boeing a validé le business plan de ci, de ça, et que eux tous voyagent par Camerco et qu'ils payent cash. Parce qu'ils payent dans des autres compagnies, ils payent cash. Pourquoi ici ils ne payent pas cash? Quelquefois même, tous leurs frais arrivent là, on ne paye pas parce que la présidente, tel réseau a dit, tel réseau. Voilà le problème qu'il faut résoudre. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas ça, on va aller comme ça de perfusion en perfusion. C'est pour cette raison que moi, je ne m'attaque pas véritablement au DG. Que ce soit lui, et c'est lui qui a remplacé Dikoum ou Sangjong ou Tidan. Non, c'est cette nébuleuse qui est à la présidence de la République, que vous appelez présidence de la République. C'est pas une institution. Donnons l'occasion bien sûr à Karine Santa de nous lire les messages pour cette seconde phase. Oui, notamment le temps qu'il charge, parce que c'est Internet, c'est pas évident. D'accord. Mais nous allons rappeler effectivement, madame, monsieur, qu'en ce moment, Camerco est au bout justement du gouffre. Camerco sombre, c'est assez compliqué pour l'entreprise, c'est assez compliqué pour la fierté du Cameroun qui aujourd'hui connaîtra 65% de son personnel qui sera mis à l'écart. Que disent les syndicats ou encore même le chef du personnel de Camerco aujourd'hui? Aucune information à filtrer jusqu'ici, mais il va falloir quand même rappeler, Karine, qu'on a justement ces messages. Oui, please let the government ban the importation of chicken and start to financing our local farmers, Ernest Agbov. Alors, I think the solution to the poultry sector in Cameroon is for the government to try to subsidize the poultry farmers, and I advise Cameroonians to practice of buying live fowls from our local markets and not importing Agbov from Manfé.
Alors, la période de manga disait Moumou Dilab Diba Dikeli. Ça? Dikeli. Moumou Dilab Diba Dikeli. Je pense que c'est ça qu'il dit. Que le gars pleure, le reste, il reste tranquille. Alors, le Cameroun aujourd'hui est mieux que les autres pays tels que le Ghana et le Nigeria, qui sont les 2 pays plus grands consommateurs de surgelés en Afrique subsaharienne. Selon moi, le Cameroun a besoin d'abord d'une politique agricole nationale, une éducation à la consommation de la viande, parce que avec la demande croissante, nos éleveurs ne pourraient garantir la demande. Mais comme tous les problèmes se tiennent au pays, c'est pas facile, vu qu'il se posera toujours le problème du pouvoir d'achat des familles camerounaises. Un autre message. Alors, pour ma part, la première des choses à faire est de commencer à rédiger les politiques et stratégies du secteur agricole au Cameroun et pour les Camerounais. Antoine Kem. Ce qui est arrivé à notre frère est le comportement d'un bon nombre de Camerounais. Nous nous souvenons de l'affaire Mida qui avait emballé même les hauts gradés de ce pays. La vérité, c'est que beaucoup de gens veulent réussir très vite et le plus tôt possible sans travailler. Nous devons apprendre à être vigilants. Du courage, mon frère. Peut-être après cette dénonciation, si tu as l'agence et tu sois au courant, il pourra t'aider. Il pourrait. Ah, c'est Alain Jikam. Il pourrait, c'est l'occasion de... Mais est-ce que Eto sera en train d'encourager cette façon de faire? Non, il ne va pas encourager. Il ne va pas encourager, mais maintenant, s'il y a quelque chose à faire pour ce jeune homme de 25 ans, avec 2 enfants et une femme qui est en passe de rentrer au village, si Eto peut lui racheter au moins une moto, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et maintenant, qu'il communique amplement sur le fait que beaucoup de gens utilisent son image. Il faudrait qu'on aide ce jeune homme quand même, si c'est possible. Bon, maintenant, si Eto ne peut pas, on ne va pas l'y obliger. Maintenant, il faut aussi dire aux gens de faire attention aux personnes qui vous écrivent. Reconnaître un fait compte, c'est facile. Vous ouvrez, vous regardez les publications et la date de création, vous verrez effectivement qui se cache derrière certaines publications et derrière ces prétendues amitiés. Ce qu'il y a lieu de mentionner quand même, c'est qu'aujourd'hui, ils sont allés très loin, ils vont très vite. Ils parviennent quand même à se fabriquer des masques qui sont identiques au visage de Samuel Eto'o. Vous parlez avec en vidéo. Oui, on fabrique des masques aujourd'hui avec la voix. Et puis vous êtes sûr en fait que vous parlez à Samuel Eto'o. Et ça se fait effectivement. Donc il va falloir faire très attention. Et à chaque fois qu'on vous contacte, on vous dit que c'est le gestionnaire de Samuel qui voudrait vous rencontrer. Faites d'abord un dépôt, je sais pas trop, mobile money dans tel compte. Et voilà, donc ça c'est compliqué. Faites très attention. Trop d'arnaqueurs sur la toile. Allez, on va dire qu'aujourd'hui, loi des finances 2020, Paul Biya lâche les infrastructures. Le budget alloué au ministère des Travaux publics baisse bien sûr de moins 13%. Celui du transport chute de moins 23%. Celui de l'habitat et du développement urbain perd moins 25%. Les dépenses liées à l'acquisition du matériel de transport baissent de 61,2%. Les dépenses courantes en carburant et lubrifiant chutent de 17,6%. Et les frais de transport perdent moins 24%. Donc Paul Biya lâche les infrastructures et se penche sur le social. C'est ce qu'on peut lire justement dans le journal Bounia ce matin. Mais on a envie de comprendre, est-ce que ceci réglerait Bobo Mbengan dans l'interpellation de ce jour? Est-ce que ceci règle effectivement la question du Covid-19 qui continue à sévir? Est-ce que ceci donne la santé aux Camerounais? Et en passant, il va falloir le dire, il y a une contribution qui a été faite autour de 600 millions de francs CFA, Karine Santia, si je me trompe, vous m'arrêtez, concernant par le chef de l'État, lors d'un sommet qui s'est tenu justement en Grande-Bretagne. Alors, on a envie de comprendre, tout ceci, est-ce que ça donne la santé aux Camerounais? Est-ce que ça donne justement le bien-être aux Camerounais dans ce train de vie de l'État qui a été réduit et cette loi de finances 2020 qui a été revue? Non, moi, je ne pense pas que le train de vie de l'État soit réduit. On a réduit le budget et aussi à l'Assemblée nationale, c'était tout à fait normal quand le Covid n'était pas prévu. Une catastrophe est arrivée, il faudrait qu'on revoie parce que les rentrées
fiscal, je pense, élevé à environ 50%. On a vu comment il y aurait de tout le pétrole. Je pense qu'on devait contribuer à hauteur de 25%. Il y a eu baisse des coûts des matières premières. Il faudrait bien qu'on revoie toutes ces lignes qui ont été votées en décembre l'année dernière. Donc c'est tout. Mais est-ce que l'État va réduire son train de vie? C'est ce que je souhaite, mais je ne vois pas cela venir. Maintenant, Covid, oui, la bataille c'est contre Covid, certes, mais est-ce que les Camerounais vont retrouver leur santé? J'ai dit non. J'ai dit non, je répète non. Pourquoi? Premièrement, cette grippe méchante, nous devons apprendre à vivre avec ça. On ne va pas réduire. D'abord, la grippe classique est là depuis des années. La grippe classique a plusieurs virus. On ne parvient pas à trouver un vaccin contre la grippe classique. Covid, ce sera la même chose. Apprenons à vivre avec Covid. Maintenant, c'est pas trop facile, Maman Bengan. C'est pas trop facile de le dire. Il faut parce qu'en le disant, le Cameroun peut avoir l'impression que bon, d'accord, on apprend à vivre avec, allez, on se lâche. Toutes les mesures barrières qui ont été pensées et mises en place, bon, on n'en a rien à foutre. Eh bien, ça peut être aussi dangereux de dire qu'on apprend à vivre avec. Les gens savent très bien que quand on ne peut pas entretenir des rapports sexuels n'importe comment, il y a des préservatifs, mais le sida, le taux de prévalence d'infection de sida grimpe. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire, nous ne disons pas aux gens, laissez les mesures barrières. Non, et puisqu'en fait, nous sommes assommés chaque fois qu'on perd un être cher. Donc ça renvoie à la discipline personnelle. Nous devons être disciplinés. Apprendre à vivre avec cette maladie, ça veut dire que c'est dans notre entourage. Ça veut dire qu'en fait, la mort nous guette à tout bout de champ. Donc comment éviter donc de mourir? On revient à ça. Donc maintenant, l'autre aspect, c'est la pharmacopée traditionnelle. Et je n'aime pas cette rengaine qu'on a dit, la mesure de grand-mère. Grand-mère veut dire quoi ça? C'est quelle est cette manière de ridiculiser la médecine africaine? Allez sur le net tout de suite. Prenez n'importe quel moteur de recherche de votre choix. Tapez dessus les origines africaines de la médecine moderne. Vous verrez. Donc la médecine moderne est d'origine africaine. Aujourd'hui, je pense que la nature veut nous ramener à la source principale. Revenons en Afrique, il y a les herbes, il y a des écorces, il y a tout. Prenons ce potentiel-là, extrayons les substances, j'allais dire, qui peuvent nous permettre de combattre efficacement la maladie. Et cette maladie, ça tue pourquoi? Parce qu'il y a il y a un cafouillage sur le plan médical. Le virus en lui-même cause, par exemple, la coagulation du sang à certains endroits qui fait que la circulation sanguine n'est pas bonne. Mais on peut régler ça d'abord avec les antibiotiques et la vitamine C que nous devons pour que le sang puisse circuler. Ça, il ne faut pas rester figé. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il faut boire beaucoup d'eau simplement. Non, non, pas beaucoup d'eau. J'ai dit vitamine C. Ouais. Beaucoup d'eau, oui, mais vitamine C. Très mais bien. on reste figé à l'OMS. L'OMS, c'est qui? Ce n'est pas une personne qui est là avec la science infuse. Et surtout, ça, je m'en prends à nos médecins et nos pharmaciens. Merci Mbombo Bengan, merci infiniment pour cet éclairage. Merci pour ce matin. Charles Membatu, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Certainement, en vous rapprochant de Mbombo Bengan tout à l'heure, vous aurez la solution. La solution africaine. C'est une grippe. C'est une grippe. C'est une grippe qui a enroué. Ça va passer. De toutes les façons, nous vous le souhaitons vraiment. Karine Sontia, merci beaucoup. Et surtout, très bonne journée à vous. Dominique Audrey, certainement pas de poulet aujourd'hui. Hein? Il n'y en aura pas. Non. Ok. Il n'y en aura pas. Peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous protège.